Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, près de 2 millions de Mauritaniens appelés aux urnes ce samedi pour élire leur président. 7 candidats dont le président sortant Mohamed El Ghazouani. Candidat à un second mandat, nous retrouverons le décryptage d'Eliman Ndao, notre correspondant régional et qui couvre les élections pour nous. On parlera aussi de la politique gabonaise où les partis politiques, après avoir été suspendus depuis plusieurs mois, sont désormais exclus de l'organisation des élections, dont le très attendu référendum du mois de décembre prochain. Et à un peu plus d'un mois des Jeux Olympiques de Paris, focus ce samedi soir sur l'économie du sport en Afrique avec un spécialiste, Will Miakob, président exécutif d'African Sport and Creative Institute. Avec lui, nous avons notamment parlé du potentiel de l'industrie du sport en Afrique. On ouvre ce journal par la présidentielle en Mauritanie. 1 900 000 électeurs sont appelés aux urnes ce samedi pour élire leur président. Et ils sont 7 candidats, dont le président sortant Mohamed Ould Ghazouani, qui brigue un second mandat. Décryptage des enjeux du vote par notre correspondant à Dakar, Eliman Ndao, qui couvre cette présidentielle pour nous. Sur place, on n'a pas forcément ce sentiment que le président Ghazouani, on ne va pas dire en fait, les électeurs qu'on a pu interroger sont assez partagés. Il y a quand même pas mal d'électeurs qui veulent le changement, mais également beaucoup de partisans du président au pouvoir, comme j'ai pu le voir lors du meeting d'ouverture qu'il a animé dans un stade, un centre-ville de Nouakchott, avec une forte mobilisation des électeurs. Les électeurs assez partagés, certains qui veulent le changement et qui disent que le bilan du président sortant n'est pas des meilleurs lors de ce mandat. En fait, les enjeux sont là assez importants pour cette élection. Enjeu, dans un premier temps, sur le plan de transparence, ça a été l'un des thèmes évoqués par les candidats, par les différents acteurs durant la campagne électorale. Et la CENI qui a, dans plusieurs sorties, essayé de rassurer les électeurs sur la transparence de cette élection. On va surtout surveiller la publication des résultats. Est-ce que ce sera publié dans les bureaux de vote? Pour l'instant, selon les informations que l'on reçoit de Nouakchott, pas encore. Les résultats sont en train d'être acheminés à la Commission électorale nationale indépendante qui va les publier. Les Mauritaniens, en tout cas, ont beaucoup d'attentes concernant le président qui sera élu sur tous les secteurs, la santé, l'économie, le chômage des jeunes. Ils ont beaucoup d'attentes et espèrent que le quotidien des Mauritaniens va changer après cette élection. On passe à l'est de la RDC où la rébellion du M23 a pris le contrôle d'une ville stratégique dans le conflit qui l'oppose aux forces gouvernementales. Il s'agit de la ville de Kanya-Bayonga, située à une centaine de kilomètres de Goma. Elle est considérée comme un verrou qui contrôle l'accès aux villes justement de Butembo et de Béni. Le Parlement gabonais a adopté un nouveau code électoral avant le fameux référendum de décembre prochain, très attendu. La réforme exclut les partis politiques de l'organisation des élections. Cette responsabilité désormais est exclusive du ministère de l'Intérieur et qui est vraiment perçue par une frange de l'opinion comme un recul démocratique. Pour le gouvernement, de son côté, le texte répond à une attente du dialogue national de mai dernier. Suspendu depuis lors, les partis politiques sont en attente de nouvelles règles. On écoute la ministre de la Réforme des institutions au Gabon au micro de Ismaël Obiangze. Nous sommes allés au dialogue. Les compatriotes ont estimé qu'il y avait trop de partis politiques. Les compatriotes ont estimé que les politiques se sont accaparés la vie de la société et ça n'a pas marché. Donc nous allons expérimenter autre chose et lorsque la Constitution sera votée par référendum, là nous allons prendre des lois qui réorganisent la vie politique de notre pays. On passe à la 7e édition des Africa Days qui s'est terminée ce vendredi à Dakar. Cette année, cet événement culturel annuel s'est penché sur les plantes oubliées du continent africain. Plusieurs organisations de la société civile africaine, des associations de consommateurs, des chercheurs sont unanimes. La sécurité alimentaire du continent passera
par la promotion de ces plantes ancestrales. Plus de détails par cette correspondance à Dakar de Sarah Sako. Le fonio, le sorgho, le mil, des céréales particulièrement adaptées au climat du Sahel. Le pois bambara, cette légumineuse qui pousse sous terre et qui résiste très bien à la sécheresse. Ou encore le baobab. Voici quelques exemples de ces plantes dites indigènes ou encore oubliées et donc qui étaient à l'honneur lors de cette initiative des Africa Days. Ce sont des plantes qui nécessitent moins de ressources, qui sont plus résistantes aux parasites, plus riches en nutriments, en un mot plus durables que les céréales importées que sont par exemple le riz ou encore le blé. L'idée de cette initiative, c'était donc de faire leur promotion, d'étudier les manières de les faire connaître, de mieux les vendre. Producteurs, associations de consommateurs, chercheurs et bien sûr chefs cuisiniers ont planché sur ces questions. On a tendance à préférer le pain de blé, le croissant au mil, au fonio ou autre. Ça, c'est des habitudes qui doivent changer. Donc ça ne change pas juste avec une personne qui décide de changer ça. Il faut que ce soit un mouvement, il faut que ce soit une volonté politique. Il faut qu'aussi on soutienne, on investisse au niveau des paysans, qu'on les soutienne pour qu'il y ait une productivité, pour que ces produits soient accessibles au marché. Les réseaux de distribution aussi soient efficaces afin qu'on puisse trouver ces produits dans nos supermarchés. L'objectif, c'est d'améliorer la sécurité alimentaire sur le continent. Les panélistes l'ont d'ailleurs rappelé, les marchés africains sont encore trop dépendants aux importations. À moins d'un mois des Jeux Olympiques, les athlètes tunisiens finissent leurs entraînements à domicile avant de s'envoler pour Paris. Le taekwondo et la lutte sont les sports qui vont amener le plus d'athlètes qualifiés sur les 23 Tunisiens qui vont participer au JO. Entre ambiance bon enfant et stress avant la compétition, hommes et femmes s'entraînent ensemble dans chacune de ces disciplines. Nos correspondants Lilia Blaise et Hamdi Tili sont allés à leur rencontre. Reportage. Le compte à rebours pour les JO de Paris a déjà bien commencé pour ces athlètes de taekwondo qui s'entraînent dans ce complexe sportif à Tunis. Au centre de toutes les attentions, Mohamed Khalil Gendoubi, qui a rapporté une médaille d'argent des JO de Tokyo en 2020. Depuis, c'est toute une génération qui lui emboîte le pas, comme Firas Ghatoussi, champion du monde pour les moins de 80 kilos. Grâce à la médaille de Khalil, notre sport a été beaucoup plus valorisé. Les Tunisiens suivent les champions, nous connaissent, ils nous envoient des messages et nous attendent au tournant pour cette compétition. Dans le dojang, Ikram Zari, 27 ans, elle participe pour la première fois aux Olympiades cette année. C'est un peu stressant. C'est vrai qu'il y a du stress à chaque compétition, mais les JO, ce sera différent. Tout le monde va nous regarder, donc j'essaye de me canaliser et de me préparer mentalement et physiquement. Dans une salle adjacente, les équipes féminines et masculines de lutte gréco-romaine et libre enchaînent les tombées et prises de bras. S'entraîner côte à côte est un avantage pour Siwar Bousseta, qualifié pour ces JO. Dans notre sport, les garçons sont plus forts sur le plan physique. Donc le fait de me battre avec eux me permet de me préparer à toutes sortes d'adversaires et aussi être plus forte face à d'autres filles. Comme pour le taekwondo, 2 hommes et 2 femmes représenteront la Tunisie en lutte à Paris et rêvent d'une place sur le podium, comme Marwa Amri. Cette coach de l'équipe féminine est la première femme tunisienne et arabe à avoir remporté une médaille aux JO de Rio en 2016 dans cette discipline. À mon époque, c'est vrai que c'était mal vu une femme qui fait de la lutte. On disait qu'elle était agressive. Maintenant, ça a changé. Je vois de jeunes filles pratiquer ce sport, et pas qu'en Tunisie, dans d'autres pays arabes aussi. En attendant Paris, sueur, concentration et solidarité sont de mise avant le départ pour la France début juillet. Et pour aller plus loin, notre focus de ce samedi soir s'intéresse à l'économie du sport sur le continent africain. À 26 jours des Jeux Olympiques de Paris, on a reçu Will Jacob, président exécutif de l'African Sport and Creative Institute, auteur de l'économie du sport en Afrique, réalité, défis et opportunités. Et il nous a dit ce que les Jeux Olympiques représentent pour l'économie du sport, des athlètes et de leur pays. On l'écoute. Écoutez, c'est extraordinaire. Hein. Les Jeux Olympiques, c'est 4,3 milliards de dollars de budget. Donc, c'est extrêmement fort. C'est peut-être le plus gros événement sportif, je pense, le plus gros événement sportif qui existe aujourd'hui sur la planète, de par le budget, bien entendu, mais également par le rayonnement qu'il permet d'atteindre. Donc, juste pour replacer le contexte, l'économie du sport aujourd'hui, c'est à peu près 2 à 3% de l'économie mondiale.
La majorité de cette richesse créée est créée en Europe et en Amérique du Nord. L'Afrique contribue avec les talents magnifiques que nous avons pu produire depuis des années, mais malheureusement sur le continent, c'est seulement 0,5% du PIB africain. Donc c'est extrêmement faible par rapport au potentiel extraordinaire que nous avons. Mais alors justement, en Afrique, si on devait prioriser, si on devait se dire, voilà, dans les secteurs d'investissement, alors vous avez parlé du privé, mais entre les équipements, entre les installations, etc., qu'est-ce qu'on priorise justement pour aider ou favoriser à l'essor justement de cette économie du sport sur le continent? Alors il y a beaucoup de priorités à donner, mais on va en prendre peut-être 3-4 aujourd'hui. La première, c'est l'infrastructure, mais l'infrastructure pertinente, comme je l'appelle moi. L'infrastructure pertinente et durable. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de créer des éléphants blancs. Des énormes stades. Exactement, parce que lorsque la CAN, par exemple, se termine, qu'est-ce que vous faites avec ça? Donc l'idée, c'est de créer des infrastructures sportives de proximité qui vont être à l'échelle de votre pays. La deuxième chose, c'est de travailler sur vos avantages compétitifs, bien entendu. La troisième, et peut-être la plus forte, c'est d'investir dans le capital humain. L'atout numéro 1 de l'Afrique aujourd'hui, c'est ces gens. Je les ai mentionnés tout à l'heure, 19 ans de moyenne d'âge, c'est exceptionnel de vigueur, d'enthousiasme, de dynamisme et de talent, pas seulement sportif, mais également intellectuel. Vous savez, on parlait de Fabrice tout à l'heure, Fabrice Zango. Il est également docteur en génie électrique et majeur de promotion. Donc imaginez tous les un corps sain dans un esprit sain ou un esprit sain dans un corps sain, c'est possible. Absolument. Donc oui, la première chose, la priorité, si vous voulez, c'est absolument investir dans le capital humain. Et la dernière, bien entendu, c'est l'innovation. La Sports Tech est un espace fort d'opportunités. Je pense que l'Afrique a un rôle à jouer là-dedans. Et c'est ainsi que nous refermons notre journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et en particulier ce soir de Yaoundé à Tunis en passant par Nouakchott. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.